Bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord remercier Samy Canaan et la ville et le service des bibliothèques de m'avoir invité à prendre la parole devant vous aujourd'hui. C'est assez rare finalement. On a l'impression de travailler un peu dans le même monde parce qu'on travaille dans les livres, mais il y a quand même un certain nombre de différences puisque vous les achetez et les prêtez et nous on les vend. Et donc on n'est pas tout à fait dans la même économie. Alors le sujet, on m'a proposé ce titre pour l'intervention d'aujourd'hui. David peut-il gagner contre Goliath ? J'ai dit, je vais me débrouiller avec ça. J'éluderai pas cette question du livre papier face au numérique. Cela dit, on peut d'ores et déjà... Alors je ne parlerai pas non plus du PNB, qui est un peu particulier. Je parlerai plutôt, quand on a annoncé l'arrivée du numérique et le risque de substitution du numérique, du papier par le numérique, on raisonnait plutôt grand public et on raisonnait plutôt achat en librairie que le PNB qui est arrivé plus tard et qui est encore particulier. Donc je parlerai plutôt du marché du livre au niveau des consommateurs. Donc le premier constat qu'on peut faire, c'est que le tsunami qu'on nous a annoncé à partir de la fin des années 2000, qui annonçait justement la disparition du livre papier au profit du numérique, ce tsunami, c'est une mince vaguelette qui nous effleure à peine les orteils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de substitution. Je ne vais pas m'étendre ici sur les raisons de cette non-substitution, il y en a plusieurs. Je parlerai plutôt de l'insuccès du livre numérique un peu plus tard. Cela dit, je vais aussi peut-être essayer de vous faire partager, puisque l'occasion m'en est donnée, ce que je considère être aujourd'hui, à court, moyen et peut-être un peu plus long terme, les vrais risques pour la librairie, mais aussi pour le livre papier. Pour revenir au livre numérique, e-book, a priori, veut dire vente en ligne. A priori, il y a des méthodes de vente et nous vendons, par exemple, chez Payot, du livre numérique en magasin, mais le gros de l'activité se fait en ligne. Ça pose déjà un problème en soi, puisque pour la librairie indépendante, ce que j'appellerais monosite, je ne sais pas, la librairie du boulevard à Genève, par exemple, avoir un site de vente en ligne, c'est très compliqué, c'est très cher. Seules les enseignes de notre taille ou des librairies qui se mettent en réseau peuvent louer une base de données, c'est cher, et mettre en place un système logistique et un système de traitement des commandes. Donc, dès l'arrivée de la vente en ligne papier, finalement, une grosse partie du réseau des librairies s'est trouvée exclue de ce marché, pour des raisons économiques, certes, mais aussi pour des questions de positionnement idéologique. Beaucoup de libraires, et je raisonnerai aussi bien sur le marché français que sur le marché suisse, ont dit la vente en ligne, ça ne doit pas arriver, ça n'arrivera pas, ils ont regardé ailleurs. Et donc ça s'est fait sans eux. Force est de constater qu'aujourd'hui, à peu près 15% de part de marché, entre 15 et 20 selon les régions, se fait en ligne et que la plupart de ces ventes en ligne échappent complètement au réseau de la librairie traditionnelle indépendante monosite. Ce qui en soi est un vrai problème puisqu'évidemment ça les affaiblit. Les tentatives de créer des portails communs ont, pour la plupart, dans un premier temps, échoué. Il y a eu en France un projet qui s'appelait 1001 librairies. Ça coûtait la modique somme d'1 million d'euros. Et au bout de 3 semaines, c'était planté, ça ne marchait pas et ça ne fonctionnait pas parce que c'était trop tard. Ce nouveau canal de vente, finalement, comme tout nouveau canal dans n'importe quel domaine, il y a des places à prendre au départ, mais une fois qu'elles sont acquises, il est très difficile d'y trouver sa place. Si je prends l'exemple de la France, c'était même assez frappant de constater qu'il y a quand même un certain nombre de différences par rapport au marché suisse, et que juste pour m'arrêter un peu sur cette répartition de parts de marché, j'ai eu l'occasion, il y a 4 ans, de passer un moment avec M. Alexandre Bompard, qui était à l'époque le PDG de la FNAC, à l'époque où la FNAC voulait mettre la main sur Payot. Et puis, je lui ai dit, vous savez, moi, j'ai quitté la FNAC il y a 20 ans, c'était le cas en 2014, et puis depuis, ces erreurs stratégiques m'amusent beaucoup. Il me dit, ah bon, vous pensez à quoi? Je dis, par exemple, la vente en ligne. Vous êtes la FNAC, vous avez 20% de part de marché en France, vous avez 80 magasins, vous avez le prix unique, et résultat des courses, 70% du marché est squatté par Amazon. Cherchez l'erreur. Évidemment, notre configuration est différente en Suisse, puisqu'il n'y a pas de prix réglementé, et puis que nous avons une problématique de concurrence par le prix que les libraires français ne connaissent pas. Donc le livre numérique, la vente du livre numérique s'est développée, pour peu qu'elle se soit développée, hors de la librairie traditionnelle, plutôt soit sur des sites créés pour ça, comme Amazon aussi,
qui basculent énormément là-dessus, soit sur des chaînes de librairies qui ont suffisamment d'assises et qui ont surtout anticipé la vente en ligne en se disant il faut qu'on soit présent sur ce canal. Maintenant, sur l'échec, parce qu'on peut considérer que c'est un échec du livre numérique, dans les marchés francophones, par rapport aux pays anglo-saxons, il faut peut-être comprendre pourquoi, dans les pays anglo-saxons, le livre numérique a explosé dans les 5 premières années, atteignant jusqu'à 25% de part de marché, ce qui est énorme, et pourquoi, depuis, ça s'est effondré, ou en tout cas, ça n'est plus en croissance, c'est en recul, et pourquoi, dans nos pays, il n'y a pas du tout cet effet-là. Aux États-Unis, la vente en ligne en tant que telle a toujours été une solution. C'est un très grand pays et vous avez des villes dans lesquelles il y a 200 ou 300 000 habitants et pas une librairie. Donc évidemment, pour un certain nombre de gens qui n'habitent pas dans les grandes métropoles, l'accès aux livres était compliqué. Ça a favorisé la vente en ligne. Donc ça a créé déjà une habitude d'achat. Mais il y a eu surtout, de la part d'Amazon, au départ, une politique d'hyper hard discount, de manière à capter un maximum de clients pour les faire passer de force, je dirais presque, du papier vers le numérique. Pourquoi ? Pourquoi cette politique ? Parce que sur le livre papier, Amazon a toujours perdu beaucoup d'argent. Tant qu'Amazon a eu comme activité principale la vente de livres papier, il n'affichait que des pertes. Pour des questions de coûts de transport, le livre est à un prix moyen peu élevé, en revanche un poids relativement élevé, et les marges ne sont pas celles qu'on peut trouver dans d'autres domaines comme le textile, etc. Et donc, pour Amazon, stratégiquement, il fallait profiter du livre numérique pour modifier finalement les habitudes des consommateurs. Et en plus, le livre papier, n'importe qui peut acheter son livre n'importe où, c'est le même. Avec le livre numérique, c'est totalement différent, puisque en achetant la liseuse Kindle d'Amazon, le client se rend captif d'Amazon. Il ne peut acheter du livre numérique que sur Amazon. Donc c'est coût double. Le livre numérique, une fois qu'il est créé, il n'y a pas de frais de transport. Et en plus, le client qui a acheté la liseuse Kindle ne peut acheter ses livres numériques que sur Amazon, à part quelques personnes qui sont capables de craquer les systèmes, mais ce n'est pas le commun des mortels. Il y a 2 ans, j'ai reçu un mail d'une cliente qui m'engueulait. Oui, c'est un scandale, j'ai acheté une liseuse Kindle, j'ai acheté un fichier chez Payot et j'arrive pas à le lire. J'ai dit, mais madame, quand vous achetez un Kindle, vous vous rendez captive d'Amazon. C'est Amazon qui est responsable de la situation, puisqu'Amazon vend un système fermé et non pas un système ouvert. Donc à partir de là, tout gain pour Amazon. Ça a marché tant que Amazon a pu, comme l'a déclaré le patron d'Hachette Livres il y a quelques années. Vous comprenez, quand Amazon nous achète des fichiers 8 $ et les revend 1 $, c'est-à-dire avec une perte de 7 $ par fichier, évidemment, tout le monde se jette sur ces produits qui sont quasiment donnés. Peu importe les pertes, on se rattrapera après, une fois que les gens ont pris des habitudes. Bon. À partir du moment où les grands éditeurs américains ont pu imposer ce qu'on appelle le contrat de mandat, c'est-à-dire revenir à un prix fixé par eux, qui est de l'ordre de 8 ou 10 $ le fichier, le marché s'est effondré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas la valeur d'usage du livre numérique qui faisait son succès, mais uniquement son prix cassé. Donc 25% de part de marché dans les pays anglophones qui sont redevenus 20% depuis 3 ans. Depuis 3 ans, le livre numérique aux États-Unis et en Grande-Bretagne est en recul à 2 chiffres chaque année, au profit du livre papier, qui retrouve la croissance, avec aussi un effet sur la librairie. Pendant des années, et un paquet incroyable de librairies ont disparu de ces territoires. Et depuis l'année dernière, le solde est de nouveau positif. Il y a plus de librairies qui ouvrent que de librairies qui ferment. Donc il y a un retournement. Évidemment, on ne reviendra pas à la situation antérieure, mais ça veut dire que, je dirais, dans un contexte normal, le livre papier résiste mieux qu'on le croit au numérique. D'ailleurs, à ce propos, en mai dernier, lors de la foire professionnelle Book Expo à New York, les patrons des 3 principales maisons d'édition américaines, Macmillan, Simon Schuster et Penguin Random House, ont déclaré lors d'une table ronde avoir tourné la page du numérique et ont célébré le retour du livre imprimé. Je citais Arnaud Noury, lui-même en avril 2016 disait « L'avenir du livre, c'est le livre.
C'est moins la valeur d'usage du livre numérique que son prix qui a permis son développement aux États-Unis, car dans les pays où il n'a pas cassé les prix, le livre numérique n'a pas pris, il n'a pas généré de marché de masse. Alors maintenant, on peut essayer de comprendre pourquoi sur nos marchés, il n'y a pas eu le même effet, même en dehors du prix. Effectivement, premier élément, le prix n'a pas été cassé. C'est d'ailleurs assez cocasse de constater qu'en Suisse, aujourd'hui, il y a une forme de prix réglementé pour le numérique, alors que la loi de réglementation du prix du livre physique, votée par le Parlement en 2011 et rejetée par le peuple, grâce aux Suisses allemands et à la Migros en particulier en 2012, cette loi a échoué, donc le prix pour le papier reste, c'est un terme qui peut se discuter, mais libre, ou en tout cas non réglementé, alors qu'en réalité, pour le livre numérique, et vous pouvez le voir si vous allez sur différents sites, que ce soit en France ou que ce soit en Suisse, pour le livre numérique, ici, vous avez un prix en francs-suisses qui est identique pour tous les revendeurs. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des produits que nous avons en stock, ce sont des produits sur lesquels les libraires sont commissionnés. Les fichiers ne sont pas chez nous. C'est un peu comme les cartes téléphoniques il y a quelques années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour qu'on ait l'autorisation de vendre au nom d'un éditeur ces fichiers numériques, on signe un contrat dans lequel on s'engage à respecter son prix. Ce qui fait que ce soit sur fnac.com, sur payot.ch ou sur n'importe quel site, si on raisonne sur l'offre en francs suisses, eh ben, les livres numériques sont tous au même prix. Ça peut paraître... c'est d'autant plus cocasse que j'avais à l'époque du projet de réglementation du prix du livre dit que cette loi sur le livre imprimé était insuffisante et exsangue dès qu'elle entrerait en vigueur, puisqu'on ne prenait pas en compte le livre numérique. Résultat des courses, c'est lui qui a un prix protégé aujourd'hui. La vie est bizarre. Donc il y a la question du prix, mais ce n'est pas la seule. Le réseau de librairies est beaucoup plus dense, et c'est vrai qu'en Suisse romande, à peu près partout, on est entre 15 et 30 minutes de la librairie la plus proche. Donc on n'a pas non plus, comme aux États-Unis, le problème de ces kilomètres de désert culturel ou en tout cas de désert de librairie. Ça joue un rôle. Un élément ou un facteur qui pour moi est déterminant, c'est le rapport que le lecteur entretient avec le livre en tant qu'objet et la librairie en tant que lieu. On a différents exemples pour citer ça, mais c'est vrai qu'il y a encore... je ne dirais pas une sacralisation, mais un respect ou en tout cas une considération symbolique du livre en tant qu'objet et de la librairie en tant que lieu. Pour le livre en tant qu'objet, si vous avez l'occasion, mais vous avez certainement ça, si vous avez un livre de poche américain publié aux États-Unis entre les mains, en gros, c'est imprimé sur du papier de toilette. Ce n'est pas fait pour être gardé dans une bibliothèque. C'est fait pour être consommé et jeté. Alors que j'ai dans ma bibliothèque, et vous aussi certainement, des livres de poche en français que j'ai achetés il y a 40 ans et qui sont précieusement rangés par ordre alphabétique. Donc on n'a pas le même rapport au livre, qui est moins pour nous un objet de consommation qu'aux États-Unis, où finalement le livre est un peu le hamburger des yeux, quoi. Voilà. Et c'est une réalité. La librairie en tant que lieu symbolique, oui, ici, et en particulier en Suisse romande, où, enfin, je pense que vous le savez, mais par tête d'habitant, on va dire par habitant, la Suisse romande... les Suisses romands achètent 2 fois plus de livres que les Français. Alors des fois, les gens tombent du ciel parce qu'ils pensent que Paris, c'est la France. Non, je ne suis pas le premier à le dire, Paris n'est pas la France. C'est vrai que si à Paris, il y a un taux de lectorat plus élevé qu'ailleurs, je vous invite à aller en Auvergne. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait le même rapport. Donc, effectivement, un rapport très très différent au livre et aux lieux que sont les librairies. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous cherchons à la fois à démocratiser le livre et la librairie, mais à lui garder cette valeur forte symbolique d'acteur culturel. Un autre élément, c'est que finalement, on a beaucoup dit que le numérique, ce serait des contenus enrichis. Aujourd'hui, force est de constater que dans 99% des cas, ce sont des contenus homothétiques, exactement les mêmes que dans le papier. Donc aucune valeur ajoutée sur le contenu. Pourquoi ? Parce que un livre numérique enrichi de quoi ? Enrichi de photos, enrichi d'images, enrichi de sons, c'est-à-dire fabriquer un nouveau produit pour un marché qui n'existe pas, sur lequel il faut payer des droits, puisque si vous mettez des images ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas ne pas acheter les droits. Donc en réalité, pour un marché qui n'existe pas, réinvestir dans un objet qui existe déjà au niveau de son contenu principal, la plupart des éditeurs ont dit on verra plus tard. Et il y a très peu de contenu enrichi, donc il n'y a aucune valeur ajoutée finalement par rapport au texte imprimé. Ensuite, il y a évidemment l'ergonomie.
J'avais fait un article que j'avais terminé sur le numérique en disant le vrai lecteur sans fil, c'est vous. Parce que vous avez besoin juste de vos yeux pour lire un livre, alors qu'il y a quand même une ergonomie. C'est pas forcément simple d'ouvrir, d'acheter des fichiers, etc. Et puis, il y a aussi un problème crucial, à mon avis, c'est les DRM, donc les protections des fichiers. Je pense que vous connaissez ça. Vous achetez un fichier. D'ailleurs, vous n'achetez pas un fichier. Vous achetez un droit d'accès à un fichier avec 6 accès. Alors, on imagine que vous avez une liseuse et un ordinateur, peut-être de temps en temps vous lisez sur votre portable, ça vous fait déjà 3 usages sur 6. Et puis on imagine que dans les 4 ou 5 ans, vous allez certainement renouveler ces appareils, puisque l'obsolescence programmée vous amènera forcément à un moment donné à renouveler ces appareils. Et au bout d'un moment, vous avez consommé vos 6 accès. Le livre que vous avez dans votre bibliothèque, 20 ans après, vous l'avez lu 50 fois, vous y avez toujours accès. Donc, il n'y a pas de transmission. Et moi, je trouve, alors vous êtes bien placé pour le savoir en tant que bibliothécaire, le meilleur moyen de diffusion du livre, ça a toujours été le prêt. Alors je vous inviterai pas tous ensemble, mais si j'invite une personne ici à dîner chez moi un soir, on va certainement parler littérature, ou histoire, ou politique, ou sociologie, ou que sais-je. Je vais vous parler d'un auteur que je connais, que j'apprécie, que vous ne connaissez pas. Je vais faire quoi? Je vais prendre le livre dans ma bibliothèque, je vais vous le prêter, en sachant très bien que vous ne me le rendrez jamais, mais ce n'est pas le problème. Et puis vous allez le découvrir. Et puis si vous appréciez cet auteur, eh bien évidemment, vous allez acheter ses autres livres après. Le livre, c'est toujours diffusé de cette manière. Le numérique qui, soi-disant, ouvre ses portes, en réalité les ferme. Parce que vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'allez pas donner des accès à un fichier sur lequel votre nombre d'accès est limité. Donc, c'est, je dirais, un handicap pour le livre numérique et finalement la remise en question du meilleur mode de diffusion du livre qu'il y a toujours eu, c'est le bouche à oreille et le prêt d'une personne à l'autre. Tous ces éléments-là, effectivement, doivent être mis ensemble. Il y en a certainement d'autres. Alors, en même temps, on pourrait croire que j'oppose, comme c'était présenté, David contre Goliath. Je ne suis pas sûr que David soit celui qu'on croit, ni Goliath celui qu'on pense. Simplement, moi, je ne suis pas opposé au livre numérique. J'ai juste considéré qu'il n'y aurait pas de substitution vers le numérique depuis le papier. Il se trouve que pour une fois, je n'ai pas eu tort. Bon, ça peut arriver par accident de ne pas se tromper. Alors que tout le monde me promettait ça. Dans les années 2007-2008, il n'était pas une semaine sans qu'un journaliste de la presse écrite en général m'appelle pour me dire « Oui, le numérique va tuer le papier, vous allez les crever, c'est génial, est-ce que vous avez des commentaires ?» À certains, je répondais « Vous feriez bien de vous occuper de vos affaires parce que je ne suis pas sûr que vous avez de l'avenir. » Résultat des courses, on a vu le résultat justement. Le livre numérique a du sens dans certains cas en tout état de cause. Il a du sens pour certains types de lecture. J'ai des amis qui travaillent beaucoup à l'étranger, qui prennent beaucoup l'avion, qui sont des grands lecteurs. Effectivement, ils ont avec eux une liseuse. C'est plus pratique que d'avoir 2 gros bouquins avec soi quand on prend l'avion, quand on voyage. Pour certains types de livres, on a vu que les parts de marché peuvent atteindre 10%. Aujourd'hui, dans le monde francophone, globalement, de la partie émergée, on va dire, du numérique, c'est entre 3 et 5%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les premiers ont été commercialisés en 2011, ça veut dire que ça va faire bientôt 8 ans. Or, aujourd'hui, 8 ans, c'est une éternité. Et un nouveau canal ou un nouvel objet qui, en 8 ans, n'a pas capté 5% de part de marché, on peut dire que c'est un échec retentissant. Cela dit, je n'oppose pas les deux, et je pense que dans certains cas, il peut être utile. J'y reviens après aussi par rapport aux livres épuisés, et notamment à ce qu'on appelle les œuvres orphelines. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que je parle de partie émergée. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, la partie émergée, c'est celle de l'édition traditionnelle. Et ce qu'on voit, c'est que l'édition numérique favorise encore plus qu'avant l'autopublication. Je ne parle pas d'auto-édition. Je considère que l'auto-édition, ça n'existe pas. L'édition est un métier. Donc un auteur peut s'auto-publier, mais il ne peut pas s'auto-éditer. Et c'est ce secteur-là qui est complètement invisible des radars, puisqu'on sort de l'édition traditionnelle, c'est souvent des cercles fermés. Je pense notamment au programme d'Amazon CreateSpace, dont on a beaucoup entendu parler avec la première sélection du Renaudot cette année, puisqu'ils avaient choisi un livre auto-publié de cette façon sur Amazon.
physique, puisque c'est de l'impression à la demande, hein, donc on peut avoir la version numérique, mais on peut avoir l'impression à la demande. Eh bien, cette partie-là, elle est en pleine croissance, parce que c'est infini. Combien de gens écrivent des livres, sans doute des œuvres immortelles, et ne trouvent pas d'éditeur? Aujourd'hui, ces gens sont aspirés par ces modèles, qui existent depuis longtemps, mais là en particulier par Amazon, en leur promettant en plus monts et merveilles, c'est-à-dire on peut se passer des intermédiaires, les éditeurs, les libraires, ça ne sert à rien. Avec nous, ça va directement de l'auteur au lecteur. Et vous allez avoir des vrais droits d'auteur. Alors après, on peut poser la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir 10% sur 10 000 ventes ou 60% sur 24 ventes, pour peu qu'on ait autant dans la famille et les amis? Parce que c'est ça le problème. Et on a depuis justement l'affaire du Renaudot, des gens qui viennent chez nous en disant « Voilà, j'ai publié ça, est-ce que vous pourriez le vendre en librairie ?» Je leur dis « Mais non. Le principe même, il exclut la librairie. Il fallait y penser avant. C'est pas fait pour aller en librairie. Le modèle économique, il exclut les libraires, il exclut les éditeurs. Eh bien, élargissez votre famille et votre cercle d'amis. » De temps en temps, on parle d'un livre qui connaît un énorme succès dans ses programmes. Oui, ça arrive, bien entendu. C'est d'ailleurs devenu un vivier pour l'édition traditionnelle, qui a mis des radars un peu partout et qui observe les ventes qui se font dans ses programmes et puis qui disent, tiens, madame machin, elle en a déjà vendu 2000, hop, on va lui proposer un contrat. Et donc, on passe ensuite à l'édition traditionnelle. Mais ça, c'est un pour combien? Un pour combien de milliers de livres qui sont de textes, je n'appelle pas ça des livres, de textes qui sont auto-publiés de cette façon-là. Et donc cette partie-là, elle est aujourd'hui celle qui fait le cœur du développement du livre numérique. Et elle nous échappe, et elle échappe au radar de l'édition traditionnelle. Ce n'est pas très grave, mais il faut savoir que c'est ça aujourd'hui le cœur du livre numérique. Et c'est là qu'il se développe. Mais finalement, le digital, c'est aussi quelque chose d'assez cocasse, puisqu'on a beaucoup parlé du livre numérique en tant que tel, en tant que fichier qu'on peut charger ou télécharger ou peu importe. Mais en réalité, il se passe un phénomène assez intéressant, c'est l'impression à la demande. Parce que le digital, il sert aussi à ce qu'on appelle en anglais le print on demand, ou en français l'IAD, l'impression à la demande. Et aujourd'hui, on voit que, finalement, ça a du sens pour les éditeurs. Je vais vous prendre deux cas. Les deux plus gros groupes d'édition françaises, Hachette et Editis, ont un problème avec les livres à faible rotation. Tenir en stock des livres qui se vendent à quelques dizaines par an, ça devient très compliqué. Ils ont installé des machines, parce que le coût de l'impression à la demande en 20 ans, parce que ça fait une vingtaine d'années que ça existe maintenant, le coût et la qualité derrière, c'est un autre monde. Je discutais l'année dernière avec la directrice de la distribution de Hachette, le plus gros distributeur en France. Puis elle me disait, mais c'est à tel point qu'aujourd'hui, quand on reçoit une commande d'un libraire pour un livre à l'unité, qui est une rotation lente, c'est parfois plus rapide et moins cher de le réimprimer à l'unité que d'aller le chercher dans le silo 42. Oui, c'est une évidence. Et en réalité, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des techniques digitales comme la mort du papier, mais en réalité, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Comme les éditeurs ont compris que sur le livre numérique en tant que fichier, il n'y avait pas beaucoup de marché, ils se disent, alors on va injecter plutôt notre savoir-faire digital dans l'impression à la demande. Et c'est là qu'aujourd'hui, pour nous, c'est une vraie solution. Parce que pendant longtemps, j'ai pensé justement que la vraie fonction du livre numérique, ce serait de pouvoir rendre disponibles des livres épuisés en papier. Parce que justement, les ventes sont trop faibles pour tenir un stock physique et que finalement, le livre numérique offrirait une opportunité. À partir du moment où il est numérisé, il ne coûte plus grand-chose. Vous en vendez 10, vous en vendez 100, vous avez fait l'investissement de départ, un peu d'électricité pour faire tourner les serveurs et puis le tour est joué. Et ça, c'était l'avenir. D'ailleurs, vous connaissez certainement le programme Relire et la Société Phoenix de réédition des œuvres épuisées du XXe siècle qui sont encore sous droit d'auteur, qui représentent à peu près 500 000 références. Et donc, ce programme compte aujourd'hui 34 000 titres de cette façon, qui sont donc publiés en version numérique, parce qu'aucun éditeur n'a envie de refaire une impression papier, je dirais offset ou classique, de ces livres. Alors ce programme, il a été créé avant que les éditeurs se rendent compte que finalement, autant le faire directement en impression à la demande. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est une vraie opportunité, parce que pouvoir dire aux clients, écoutez, ce livre-là, oui, on peut vous l'avoir, alors qu'il était épuisé avant, mais maintenant, il peut être imprimé à la demande, c'est vraiment un plus.
Voilà un peu l'état du marché tel que je le vois aujourd'hui. Alors, pour terminer, je voudrais parler de deux types de menaces quand même pour le livre et pour la librairie, sachant que là, je raisonne vraiment sur la Suisse. À court et moyen terme, les 3 menaces, pour nous, et en tant qu'entreprise et en tant que librairie, et pas spécifiquement sur le papier, je dirais, pour sortir de cette question, c'est d'abord un taux de change qui reste très défavorable par rapport à l'euro depuis 2011, depuis 2012. Ça commence à se voir que les livres sont un peu plus chers en Suisse, on va dire. Hein. Ah oui, alors ça se discute, parce qu'en réalité, comme vous le savez, la loi française oblige les éditeurs français à imprimer le prix en euros sur les livres. 80% des livres que nous vendons viennent de France. Mais moi, je dis aux consommateurs, mais finalement, c'est une forme de transparence. Vous savez exactement de combien vous allez vous faire tondre. Oui, mais puisqu'on parle de transparence, c'est 20 €. Je l'ai eu en main hier, un livre, je donnais une interview dans une librairie pour la RTS, et puis j'ai pris un livre pour voir. Je n'ai pas choisi, et en plus, c'est certainement pas celui qui a la plus grosse tabelle, 20 €, 31,90 €. Voilà. Ben oui, mais on vit avec ça. Ça nous a obligés à revoir notre stratégie par rapport à ça. Quelle est la valeur ajoutée pour le client ? Mais en même temps, c'est une transparence. Et je rajoute, si en allant faire vos courses à la Coop, chez Manor ou ailleurs, je veux citer personne de particulier, je cible personne, quand vous achetez une moutarde maille, un rasoir Gillette ou un slip dim ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire un produit européen importé, si vous aviez à côté le prix moyen de vente en Europe, on ne nous emmènerait plus que le prix du livre. Eh oui, parce que si mon prix n'est pas imprimé, je peux le vendre le double, personne ne le voit. On peut dire qu'on peut aller voir sur Amazon, mais enfin, pour acheter un pot de moutarde, vous n'allez peut-être pas faire ça non plus. Pour l'instant, en tout cas, ça viendra, ça viendra. Voilà, donc c'est une forme de transparence en quelque sorte, mais qui a quand même mis la pression sur les prix. Et en ce qui nous concerne, il est clair que depuis 2011, le prix moyen des livres en Suisse romande a baissé de 20% en moyenne. Nos charges n'ont pas baissé de 20%, elles ne sont pas indexées sur l'euro. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué par moment. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième, c'est, et là je salue la ville de Genève, et ce n'est pas du tout démago de ma part, parce que je vais aussi saluer la ville de Lausanne, je salue les institutions qui ont compris l'importance que ça a pour nous, libraires, et je parle aussi au nom de mes confrères, que les institutions cantonales et communales achètent en Suisse chez les libraires, et pas chez les diffuseurs ou à l'étranger, comme le font certains. Et ça, c'est très important parce que c'est une partie de l'activité qui n'est pas négligeable. Après, il y a une répartition qui se fait entre les libraires, etc. Ça, c'est très bien. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, y compris pour les institutions. Quand Grégoire Junot est devenu, et a pris la culture, quand il a été élu à la ville de Lausanne, je le connaissais bien, puisqu'il venait d'UNIA, j'avais signé une convention collective avec lui, donc j'ai dit, ben, voilà, on a discuté, et puis j'ai dit, au fait, la bibliothèque de Lausanne, elle achète ses bouquins où 100% en librairie, il m'a dit. Alors je dis, c'est parfait. Puis une semaine après, il est revenu me dire, non, j'ai regardé, 70% seulement. Mais je vais passer à 100. Et il m'a dit, et je pense qu'on peut faire entendre ça à peu près à tous les conseillers d'État, pour peu qu'ils aient des oreilles, et aux municipaux, c'est que dans un budget d'une ville ou d'un canton, le surcoût de cet achat suisse, dans ce que représentent les achats de livres dans un budget global, c'est l'épaisseur du trait du crayon. Hein. C'est marginal dans les budgets. Ce n'est pas marginal pour les libraires. Donc en tout cas, la ville de Genève l'a fait, j'espère qu'elle continuera à avoir cette politique. La ville de Lausanne le fait et je n'hésite pas, et j'ai rencontré au niveau du canton, quand il était entré en fonction, M. Apotelos, pour lui expliquer ça et lui demander s'il pouvait regarder un petit peu comment se font les achats dans le canton. Pas seulement des bibliothèques, parce que tous les services du canton, ils achètent des livres. Même la police, ils savent lire. Il y a des policiers dans la salle. Voilà. Troisième danger pour nous, c'est les notions de concurrence, de distorsion de concurrence. En fait, nous sommes aujourd'hui confrontés à deux types de distorsion de concurrence. Moi, vous savez, je suis plutôt pour une concurrence, mais pour moi, la concurrence, ça doit être sain. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir les mêmes règles du jeu. Aujourd'hui, c'est clair que dans deux cas en particulier, on n'est pas dans de la concurrence saine. Pourquoi ? Parce qu'on est face à Amazon, qui pratique à échelle mondiale le détournement fiscal, qui ne paye pas de taxes, qui ne paye pas d'impôts, pas de problème, hein, tout va très bien, et qui en plus a des pratiques sociales. Je dis des choses que vous savez maintenant, mais que j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre il y a encore 5 ou 6 ans, en disant à nos clients, mais voilà, la réalité c'est ça.
le prix que vous payez, il a un rapport, et le service dont vous bénéficiez, il a un rapport avec comment l'entreprise est gouvernée, en termes d'impôts, en termes de taxes, mais aussi en termes de traitement du personnel. Il n'y a pas de mystère. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont un peu plus connues, mais je peux vous dire qu'en 2012, ce n'était pas le cas. Je reviens un peu plus loin sur Amazon. Et puis un deuxième concurrent pour nous, avec lequel on a une distorsion de concurrence, c'est la Fnac, en Suisse, puisque depuis 2012, la Fnac étant une entreprise française, elle importe en direct ses livres depuis ses entrepôts français. C'est-à-dire qu'elle achète en euros, sur la base d'un prix français, des livres qui sont les mêmes que nous vendons, que nous achetons en Suisse, sur la base d'un prix suisse calculé par les diffuseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, vous avez un acteur du marché qui pèse 35%, Payot, la Fnac qui pèse moins de 20%, et qui a un prix d'achat inférieur à son principal concurrent qui est le leader du marché. Dans toute économie, on vous dira qu'il est normal que le plus gros acteur ait les meilleures conditions. On peut trouver ça injuste, mais ça c'est la vérité. Or ici c'est le contraire. Ça veut dire que la Fnac pratique aujourd'hui du hard discount en achetant en France beaucoup moins cher, à peu près 15% de moins sur chaque bouquin. Ils payent 15% de moins pour l'avoir que nous. Alors évidemment, on ne veut pas jouer à ça de toute façon, mais juste pour vous expliquer ce qu'est une distorsion de concurrence vécue. Voilà. Alors quand je parle avec des gens de droite, il y en a peut-être dans la salle, je ne sais pas, hein, même chez les bibliothécaires peut-être. En 1776, dans La richesse des nations, qui est la Bible du capitalisme moderne, Adam Smith lui-même écrivait « Il est souvent conforme à l'intérêt de la population d'élargir le marché, mais réduire la concurrence lui sera toujours contraire. » Alors la Fnac, c'est un petit joueur, mais Amazon vise clairement à détruire l'économie du livre partout où cette entreprise opère aujourd'hui. Et ça a aussi un effet sur les livres, bien entendu, parce que la pratique d'Amazon, la best-sellerisation de l'offre, finalement, avec ses recommandations fabriquées derrière, c'est aussi une réduction de la bibliodiversité. Les livres ne sont plus à égalité. Et je dis, Amazon est à la bibliodiversité ce que Monsanto est à la biodiversité. Voilà. Et c'est les mêmes pratiques. En novembre 2016, un institut américain universitaire, l'Institute for Local Self-Reliance, a réalisé à l'occasion des 20 ans de la création d'Amazon une étude très approfondie. Est-ce que vous en avez eu connaissance de cette étude? Bon. Elle a voulu étudier sur le marché américain les effets de 20 ans d'Amazon. Ça a été traduit en français par le syndicat de la librairie française, donc je vous enverrai le fichier, si vous voulez, comme ça vous pourrez le faire circuler. C'est 80 pages, mais il y a 5 pages de synthèse, donc on peut, en 5 pages, comprendre de quoi ça cause. Moi, je trouve que c'est intéressant de tout lire, mais on peut se contenter des pages de synthèse. Donc le SLF, le syndicat de la librairie française, l'a traduit, et il figure bien à l'intérieur que le document est libre de droit. Donc il est fait pour circuler. Je vous cite juste 2 petits extraits de la synthèse. Donc en 20 ans aux États-Unis, parce qu'on nous dit Amazon crée des emplois. Je vais rester poli, mais en réalité, Amazon a éliminé environ 149 000 emplois de plus dans le commerce de détail traditionnel qu'il n'en a créé dans ses entrepôts. Et le rythme de ces licenciements se précipite parallèlement à l'accélération de son propre développement. De nombreux emplois sont en danger. Le secteur de la distribution représente environ 1 emploi sur 8 aux États-Unis. Et contrairement aux emplois d'Amazon, ils sont disséminés sur l'ensemble du territoire, pratiquement dans toutes les villes et dans tous les quartiers, contrairement évidemment aux entrepôts qui ne sont qu'à quelques endroits. Deuxième indication, Amazon, en accroissant sans cesse sa part de marché, c'est des chiffres impressionnants, mais qui sont vérifiés, a déjà vidé plus de 14 millions de mètres carrés de locaux commerciaux, soit l'équivalent de 700 hypermarchés à l'américaine, hein, pas à la Suisse, ce n'est pas la même taille, et provoqué la fermeture de 22 000 magasins de centre-ville. Alors quand je vois certains, j'ai été français, personne n'est parfait. Je ne le suis plus, rassurez-vous. Mais quand je vois un ministre, Arnaud de Montebourg, à l'époque, sous Hollande, en charge du redressement économique de la France, aller inaugurer un entrepôt d'Amazon que l'argent de sa région a subventionné, je me dis, on marche sur la tête, au moment où l'État français qui l'emploie est en train
de condamner Amazon à 200 000 euros, 200 millions, pardon, évidemment on parle en millions, 200 millions d'euros de redressement de TVA. Et récemment, Macron a inauguré un nouvel entrepôt, très content des quelques milliers d'emplois que ça crée, précaires bien entendu, au détriment de tout le reste. Et ça, c'est des sujets de société. C'est pour ça, vous avez peut-être suivi, que je me suis assez violemment, et je suis un peu seul dans ce combat, je dois dire, mais ce n'est pas très grave, j'ai l'habitude, insurgé contre le contrat que la Poste a signé avec Amazon pour leur faciliter la vie en Suisse, et très certainement au détriment de vous-même, puisque je soupçonne fortement, et j'arriverai à le prouver, qu'ils l'en font à perte, et que donc ils le font avec de l'argent gagné ailleurs, certainement sur l'argent que nous payons à la Poste. On a vu Carte Postale, il n'y a plus de limite. Voilà. Plus sérieusement, disons, sur un vrai risque à long terme quand même que j'envisage pour le livre papier, et là je vais être sérieux pour une fois, j'ai vu pas plus tard qu'hier dans Le Temps et dans la Tribune que l'État de Genève, le DIP, envisageait de passer au numérique dans l'enseignement obligatoire. Alors ma question c'est jusqu'où ça va le tout numérique? Imaginez un enfant qui est d'une famille de non-lecteurs. C'est des choses qui arrivent. D'ailleurs moi quand j'étais gamin, mes parents n'étaient pas des lecteurs. C'est pas grave, hein. Je suis devenu pervers après. Imaginez cet enfant qui n'a jamais un livre autour de lui dans sa maison, personne ne parle de livre ni rien, et qui, dans son cursus scolaire obligatoire, ne touchera jamais un livre. Peut-être un risque, hein, dans 10 ans, dans 15 ans. Alors là, on pourra vraiment s'inquiéter pour le livre papier, et pour le livre en général, parce qu'on aura enlevé, et c'est aussi le rôle de l'école à mon sens, de donner ça aux enfants dans leur formation, non seulement le livre pour son contenu, mais le livre en tant qu'objet, objet de circulation des idées, objet de médiation. Et je pense que si ce canton comme d'autres, je dis ça parce que j'ai lu ça sur Genève hier et que j'ai tout de suite écrit en demandant ce qui est une interpellation du Grand Conseil pour savoir jusqu'où ça va aller, moi je peux comprendre que le numérique rentre à l'école dans une certaine mesure et pour un certain nombre de choses. Mais si demain, et il ne faut pas oublier en plus qu'on va sûrement argumenter économiquement, parce que comme vous le savez certainement, les classiques qui sont dans le domaine public, je ne sais pas, Balzac, Flaubert, si on lit encore ces auteurs, je ne sais pas, ils sont gratuits hein, en téléchargement. Donc on dira oui, mais c'est une économie vous comprenez, pour le budget c'est très bien, parce que c'est gratuit, alors qu'un livre de poche dans une librairie c'est payant. Voilà. Et en tout cas, voilà, pour terminer, pour moi, le vrai risque de disparition du livre, qui amène d'autres disparitions, à mon avis, dans le monde, eh bien, il se situe chez l'enfant. S'ils perdent le contact avec le livre, alors on a vraiment du souci à se faire. Mais moi, je serais peut-être mort d'ici là. Donc, ça va. Merci. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y a des questions, des réactions. En tout cas, c'est un sujet qui touche de près également les bibliothèques, l'arrivée du numérique et la manière dont on lui laisse de la place et quelle place. Oui ? Oui, je voulais vous poser la question à propos des revues maintenant, car je pense que vous savez que dans les bibliothèques, les revues disparaissent au profit du numérique. On a de moins en moins de revues, les éditeurs font du numérique. Et je voulais avoir votre position, parce que la revue, quelque part, c'est un livre, hein, qu'elle soit littéraire, scientifique. Et aujourd'hui, vous parlez des revues universitaires, par exemple ? Universitaires, ouais. Exactement. Ouais. Tout à fait. Et bon, là, voilà. Ouais. Alors j'ai travaillé dans l'édition, j'ai travaillé pendant 6 ans aux éditions La Découverte, et nous avions plusieurs revues de ce type. Économiquement, c'est le numérique ou la mort. Pourquoi ? Parce que vous avez 500 ou 600 abonnés worldwide sur du scientifique. Parce que vous allez avoir une université au fin fond des États-Unis ou de l'Inde ou de je ne sais pas où qui travaille sur ce sujet, qui est abonné. Enfin, une fois que vous lui avez envoyé déjà le papier par la poste, vous avez déjà perdu tout l'argent que vous pouviez imaginer, quoi. Et donc, c'est vraiment très compliqué. Alors, il y a un portail qui s'appelle Kern, vous le connaissez, je pense, hein, qui est un portail, voilà. Et là, on est quand même dans des domaines qui sont des domaines spécialisés, qui s'adressent quand même à une clientèle vraiment très éclatée géographiquement et très ciblée intellectuellement. Et en réalité, le seul moyen... Moi, j'avais étudié ces modèles économiques à l'époque, donc ça remonte à quand j'étais encore à La Découverte, dans les années 2002-2003, donc il y a un peu plus de 15 ans. Et de fait, la seule possibilité de maintenir ces revues, c'était de passer effectivement sur des portails numériques sur abonnement. Mais parce que c'est vraiment très, très, très spécialisé. Voilà. Après, les revues courantes, c'est un peu différent.
Et c'est vrai qu'au niveau des bibliothèques, vous êtes extrêmement concerné par la numérisation de tout ce qui est littérature scientifique, enfin essentiellement, si je ne me trompe. Mais bon, c'est peut-être plutôt à vous le prêt de littérature scientifique, d'articles, de thèses, etc. Je pense que ça prend une part importante dans le fonds numérique des bibliothèques, davantage que les livres, enfin, e-books, qui se prêtent via maintenant les systèmes de prêt numérique. Pas de réaction par rapport à cet équilibre, en fait. Oui. Bonjour, vous n'avez pas voulu évoquer PNB. Pardon ? Vous n'avez pas voulu évoquer PNB en disant qu'il était particulier. Oui. Vous vendez des livres pour PNB, est-ce que vous voulez quand même nous en dire 2 mots ? Oui. Bah écoutez, c'est encore une de mes... On va dire que je suis irascible. Moi, je me suis intéressé au numérique bien avant qu'il existe, et d'ailleurs, Gallimard était venu me voir dans les années 2000, fin des années 2000, pour me demander ce que je pensais et tout. Bon, je leur avais fait un certain nombre de recommandations, ils n'en ont suivi aucune, et on voit le résultat. Puis après, dès le départ, j'ai parlé du prêt numérique en bibliothèque, qui ne s'appelait pas encore PNB, et en disant, le jour où vous développez une offre adaptée aux bibliothèques, parlez-nous-en. Aucun nous en a parlé. Et le jour où on a appris que le système existait, Fitbooks était déjà le fournisseur de la plupart des bibliothèques qui avaient envie de passer au numérique. Donc j'étais un peu remonté contre eux. Puis c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec la vente en ligne. Quand vous n'êtes pas dans le marché dès le départ, ben après, bonjour, quoi. Et donc c'est vrai qu'on a développé un système. Par chance, on a de bonnes relations avec Bibliomédia, qui a accepté de nous prendre finalement dans son offre. Hein. Je pense que vous achetez vos livres numériques par Bibliomédia, c'est juste ? Voilà. Oui, c'est ça. Donc un peu chez nous, du coup. Mais j'étais très remonté contre les éditeurs. Vous savez, les éditeurs, ils ont beaucoup de qualités, dont l'hypocrisie est une des principales. C'est-à-dire, c'est des gens qui disent qu'ils sont là pour défendre les libraires et ils font juste tout le contraire. Voilà. C'est vrai pour le numérique, mais pas seulement pour le numérique. Donc voilà, on a un peu de mal à imposer. Alors heureusement, il y a Bibliomédia sur lequel beaucoup de bibliothèques sont branchées. Celles qui prennent en direct, on n'arrive pas à les convaincre. On a beau leur dire c'est le même prix, c'est à peu près les mêmes conditions et le même service, mais en même temps vous achetez suisse, ben, c'est un petit peu difficile. Là, on a reçu une lettre de refus de la BCU à Lausanne qui préfère continuer de travailler avec Fitbooks, par exemple, pour tout vous dire. Voilà. Compte tenu de votre part de marché, comment se fait-il que vous n'arriviez pas à court-circuiter les diffuseurs et à importer directement vous-même vos livres de France, par exemple ? Alors, il y a une raison juridique et il y a une raison éthique. La raison juridique, c'est que vous avez une loi sur les cartels, ici, qui fait que et ce n'est pas vrai que dans le livre, hein, c'est vrai dans toute l'économie, les diffuseurs français ont des filiales en Suisse, des filiales à 100%. Donc, ils peuvent décider qu'on achète en Suisse. Ils peuvent nous refuser l'ouverture d'un compte en France. C'est vrai dans tout, dans la robinetterie, dans tout ce que vous voulez. C'est la loi sur les cartels. Alors, vous avez peut-être entendu j'ai participé à un comité de PME qui a lancé une initiative pour des prix équitables, qui a récolté les 100 000 signatures, qui a été déposée à Berne, qui justement a pour vocation de modifier cette loi sur les cartels pour faire en sorte que ce soit plus de cette façon-là que ça se passe et que les entreprises, ce n'est pas seulement les libraires ou les commerçants, les entreprises suisses puissent acheter directement et pas être surtaxées en achetant en local. Le Conseil fédéral a proposé un contre-projet, on verra si les choses se passent. C'est très compliqué parce qu'en réalité, vous avez beaucoup de libéraux au Parlement qui sont libéraux sur le papier, mais qui en réalité sont des profiteurs de ce système-là dans leurs propres entreprises. Et aujourd'hui, les lobbies économiques à Berne, et je pense à Économie Suisse notamment, sont totalement pour que ça reste comme ça. Parce que la plupart de leurs membres, ils en profitent. Voilà. Donc vous avez un affichage et une réalité. Ça, c'est la question juridique qu'on essaie de régler. Et après, il y a une question éthique. Moi, je n'ai jamais voulu faire d'importation en direct pour en faire. J'ai voulu, je veux pouvoir bénéficier de cette possibilité-là pour pouvoir exiger des fournisseurs qui baissent mes prix d'achat en Suisse. Mais, en tant que principal acteur du marché, si aujourd'hui il y a un système de distribution en Suisse qui existe et qui permet aux petits libraires d'exister, c'est parce que Payot est dans la boucle. Si je sors du système de distribution suisse, le système de distribution meurt et les libraires indépendants avec.
Alors ça pourra peut-être vous paraître bizarre, mais je prends ça en compte. Je considère que quand on est leader d'un marché, on a plus de devoirs que de droits. Quand on pilote un paquebot, eh bien on fait attention à la manœuvre, parce qu'il y a des pirogues autour, et qu'on peut leur faire prendre l'eau. Et donc, je cherche à améliorer mes prix d'achat. Je dois pouvoir menacer les fournisseurs d'acheter en France en direct, mais l'objectif n'est pas de le faire. Vous voyez ? Voilà. J'avais un conseil de lecture, en fait. Voilà, à vous faire. Vous ne voyez pas d'ici, mais je vous le montre quand même. C'est un écrivain qui s'appelle Paul Vaca. Le livre s'appelle « Délivrez-vous ». Et j'aime pas trop le titre, parce que ça fait un peu développement personnel, vous voyez. Et le sous-titre, c'est « Les promesses du livre à l'ère numérique ». Alors, certaines personnes m'ont demandé si c'était mon pseudonyme, Paul Vaca. Non, Paul Vaca existe vraiment, c'est un écrivain français. Mais la question se justifie parce que c'est un petit bouquin qui se lit vraiment très vite, hein, ça fait quoi, 100 pages. Et il écrit exactement ce que je défends dans mes interventions médiatiques, que ce soit dans les journaux, à la radio, à la télévision. Sauf que quand je fais un article dans le journal ou 5 minutes dans une interview, j'aborde juste un petit bout du sujet, de la lecture, du livre numérique, d'Amazon, etc. Et là, synthétiquement, c'est l'ensemble des choses. D'ailleurs, je suis en contact avec lui, je lui ai envoyé quelques-uns de mes articles, je lui ai raconté que certaines personnes m'ont demandé si c'était mon pseudo, et il a trouvé que c'était tout à fait légitime, puisqu'on est vraiment en phase. Donc si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion-là, c'est un petit livre qui est aux éditions de l'Observatoire, 17 francs 30, moins 20% chez Payot, parce que j'ai envie de le pousser. Donc je me dis, ça le fait passer en dessous des 15 francs. On l'a mis en caisse avec un petit bandeau à lire absolument, Pascal Vandenberg, tout ça, pour que les clients comprennent un petit peu quels sont les enjeux, quelle est la réalité de ce monde connecté qui est une connerie monstrueuse. Parce qu'on est, comme il le dit, connecté que le reste, mais plus connecté que soi-même. Et il va jusqu'à dire, c'est la 4e, elle est courte, existe-t-il un meilleur moyen que le livre pour nous déconnecter de notre brouhaha numérique et nous reconnecter au monde ? Eh ben, moi, je réponds, non, il n'y a pas mieux. Voilà, merci. Donc, il y avait encore une question. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes mis dernièrement à vendre les journaux et les revues dans vos librairies. Et il y a eu dans le 24 heures, il y a quelques mois, un kiosquier indépendant qui s'est plaint justement de ça. Vous pensez de quoi ? Oui. Historiquement, la librairie était aussi marchand de journaux. Quand Payot a été racheté par le groupe Lagardère et donc avec Naville et l'OLF, ça remonte, en 90 à peu près, il a été décidé que chacune des 3 entreprises, il y a des Genevois dans la salle, des vrais. Vous vous rappelez qu'à une époque, il y avait des librairies Naville à Genève. Bon, et puis dans certaines librairies Payot, on pouvait acheter des clopes, ce qui est très pratique. Voilà, et donc une des décisions, ça a été de séparer les choses. Donc Naville a arrêté, les librairies Naville sont devenues des librairies Payot, mais en échange, toutes ces librairies Payot, devenues Payot, ont arrêté de vendre de la presse. Mais il y a une logique à ça. Parce que c'est du prolongement pour nous. D'ailleurs, j'ai proposé plusieurs fois à des journaux et magazines ici de leur fournir des éléments pour, quand on traite un article de géopolitique ou de quoi, de rajouter un bloc à la fin pour en savoir plus avec 2-3 références de bouquins. Bon, j'ai fait un bide, mais alors, monstrueux. Donc il y a du lien entre les deux, on ne vend pas n'importe quoi. Après, alors, aujourd'hui, pour les kiosquiers indépendants, en général, leur chiffre d'affaires de la presse ne représente plus que 15% de leur chiffre d'affaires. Parce qu'ils vendent d'autres choses. Et depuis que Naville a été racheté par Valora, c'est pire. Je connais une gérante. Vous savez, c'est des agents indépendants. Je ne parle pas des petits indépendants, je parle de ceux qui ont lancé une Valora. Ce sont des indépendants, en fait. Ils ne sont pas salariés. Ils se débrouillent. Bon. Et je parlais avec une personne que je connais qui est gérante comme ça d'un Valora. Elle me dit, de toute façon, ils veulent qu'on vende que des chips et du coca. Voilà. Et il y a une vraie déperdition au niveau de la qualité. Maintenant, on ne vend pas forcément les mêmes choses. Moi, j'avais dit au départ, moi, je ne veux pas Gala, tous ces trucs, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas dégrader notre image avec de la merde, quoi. Bon, ils en ont mis quand même un peu. Résultat des courses, on a fait un bilan sur ce qui se vendait. On vend, honnêtement, on vend beaucoup de choses que vendent très peu les kiosques, du haut de gamme.
on vend plus de Géo de Gala que de Gala ou de Paris Match, vous voyez. Donc je pense que ça peut être aussi complémentaire. Peut-être quel sera l'impact concrètement pour Payot de l'arrivée, enfin de l'accord entre la Poste et Amazon? Aucun. En réalité, je me bats pour des raisons philosophiques, mais pas du tout économiques. D'abord, le livre n'est plus du tout stratégique pour Amazon, pour les raisons que j'ai expliquées. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont peut-être ravagé le marché, mais aujourd'hui, dans l'activité d'Amazon, le livre, c'est 7% de leur chiffre d'affaires. Le livre papier, donc. Oui. Ouais. Je parle du livre papier. Donc déjà, ce n'est pas stratégique pour eux. En plus, on parle de Amazon.de, pas d'Amazon.fr, hein, pour être helvétisé. Et puis, je pense que le danger, il est plus sur les grandes enseignes de distribution qui ne sont absolument pas lucides de la réalité des choses, Coop, Manor, Migros, etc. Mais en réalité, je crois que la Suisse romande est annexe pour eux, le livre encore plus. Donc voilà, les choses existent déjà. Je ne vois pas arriver à l'intérêt pour eux d'essayer de raccourcir leur délai sur le livre en Suisse romande, quoi. Je veux dire, ils viennent d'ouvrir le Brésil, la Turquie, l'Australie. Oui, la Suisse romande, excusez-moi, mais ce n'est pas une priorité pour eux. Et j'ai soupçonné la Poste de beaucoup de choses, ce n'est pas fini. Là, c'est quand même assez impressionnant. En fait, on a fait un constat. Donc on est deux sur ce sujet. Olivier Feller, un conseiller national PLR vaudois, qui s'est beaucoup engagé sur beaucoup de choses de façon très bien, pour un PLR, on va dire. Et puis lui, il travaille au Parlement, moi je travaille un peu sur d'autres domaines, et on a fait le constat il y a quelques semaines qu'aujourd'hui la Poste est hors de contrôle. Le Conseil fédéral, on l'a interpellé. Il a dit « je ne suis pas compétent ». Postcom, l'office de contrôle de la Poste, a répondu « je ne suis pas compétent ». J'ai écrit au secrétariat de la Comco, qui m'a répondu « ouais, circulez, il n'y a rien à voir, il n'y a pas d'indice ». Puis en plus, le site, aujourd'hui, amazon.ch, renvoie sur amazon.de, donc c'est pas... Mais, et il termine en disant « mais ce n'est que l'avis du secrétariat ». Je dis « casse la tienne ». Donc j'écris au président de la Comco, M. Heinemann. Puis je reviens à la charge, je réutilise les arguments. Je réutilise surtout un argument du secrétariat de la Comco qui m'écrit « de toute façon, nous n'ouvrirons jamais d'enquête tant que le contrat n'est pas en vigueur ». Je tombe de ma chaise, j'étais assis, ça tombe bien. Je me dis, mais c'est quand même incroyable. Et donc j'écris au président de la Comco, j'ai dit, mais cette réponse-là, elle veut dire quoi? Si je vais voir la police en lui disant, écoutez, il y a un Tchétchène là, j'ai rien contre les Tchétchènes, hein. Il y a un Tchétchène là, c'est un tueur à gages et je crois qu'il a un contrat sur ma tête. Est-ce que les flics vont me répondre, tant qu'il ne vous a pas mis une balle dans la tête, on ne peut pas ouvrir d'enquête? C'est ça, hein. Ce que je dis à la Comco, je dis, mais si vous attendez que le contrat soit exécuté, comme on dit, ben ça veut dire que vous attendez qu'il ait des effets négatifs, y compris si vous constatez a fortiori qu'ils sont illégaux. Pourquoi pas agir avant s'il y a des indices? Vous n'envoyez pas des indices? Moi, j'en ai une liste comme ça. Mais bon, donc aujourd'hui, la Poste est hors de contrôle. C'est ça que ça veut dire. On a vu ce que ça donne, hein, une Poste même sous contrôle. Donc, ils ont été... Parce qu'on a beaucoup parlé de l'affaire Casse Postale, mais je ne sais pas si vous avez vu, en décembre 2017, donc il y a moins d'un an, la Poste, la même, hein, il n'y en a qu'une, a été condamnée à 22,6 millions d'amendes par la Comco, la même Comco justement, pour abus de position dominante dans l'acheminement du courrier. Donc, ce sont des gens qui sont innocents. On ne peut pas les soupçonner de malversation. C'est quand même terrible. Je dois être médisant, ou paranoïaque, ou les deux. Comme vous savez tous les pourcentages, je voulais savoir si par hasard vous savez, parce que j'ai remarqué que chez Amazon, maintenant, il y a parfois des liens avec des librairies où on peut acheter des bouquins soit neufs, soit d'occasion. Oui. Bon. Est-ce que vous savez le pourcentage qu'Amazon prend dans ses ventes et qu'est-ce que vous en pensez? Je ne l'ai pas en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 15 à 20%. De toute façon, alors ça s'appelle des marketplaces, parce qu'il faut le dire en anglais, sinon c'est pas sérieux. Donc ça dépend des catégories de produits, mais ils ne le font pas que pour le livre, hein, ils le font pour tout. D'ailleurs, dans l'étude dont j'ai parlé de cet institut américain, c'est assez intéressant parce qu'ils vont jusque-là et ils montrent à quel point ces fournisseurs qui sont tellement contents au départ d'avoir une telle plateforme qu'Amazon pour vendre leurs produits, comment ils regrettent après, comment ils meurent après. Parce qu'une fois qu'ils sont là, ils ne peuvent plus partir, ça leur amène de trop, mais Amazon les étrangle ou les copie. Voilà. Il y a eu un conflit qu'Amazon a perdu la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu, justement avec AB Books. Vous connaissez AB Books, hein, c'est une filiale d'Amazon, qui a justement une plateforme de vente du livre d'occasion, du livre rare, et puis ils ont déréférencé pas mal de librairies dans certains pays, et les autres se sont manifestés. Amazon
a baissé les bras et a dû reculer. Et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on croit, on peut tout à fait les stopper. Vous connaissez les éditions L'École des loisirs. Bon. Je parlais avec eux de ça il y a 4 ou 5 ans à peu près, avec le patron de l'École des loisirs, et puis on parlait d'Amazon justement, et il est évident qu'Amazon a une vocation d'exhaustivité. Ils doivent avoir tous les livres et tous les produits, de la couche-culotte, de la tondeuse à gazon, tout. Ça, c'est leur principe même. Et dans le livre, ils doivent avoir tout. Ils ont demandé aux fournisseurs, aux éditeurs français, de leur donner les livres en dépôt, à certaines conditions, avec des pénalités de retard, etc. L'École des loisirs a dit non. C'est un petit éditeur, hein, indépendant, c'est ça la différence, mais en tout cas petit, tout petit. L'École des loisirs a dit non, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Amazon? Ils ont dit bon, bah tant pis. Hein. Sinon, l'École des loisirs a dit mais si vous ne voulez pas vendre nos bouquins, ce n'est pas un problème. On les vendra en librairie encore plus. Mais Amazon a cédé. C'est-à-dire que le rapport du David à Goliath, il dépend quelle conception David il a de ses forces par rapport à Goliath. Et ce que les éditeurs n'ont pas compris, c'est que c'est eux qui peuvent avoir la main. Mais maintenant, ils sont tellement... Vous savez, je vous disais, j'étais à la découverte, aux éditions à la découverte, entre 98 et 2004. C'est au moment où Amazon a commencé à venir sur le marché. Et j'entendais les directeurs de diffusion avec des dollars dans les yeux. Déjà à l'époque, ce nouveau marché qui va compenser la baisse des hypermarchés. Dans le droit français, avec la loi Lang, il y a les accords CAR. Les accords CAR, ils règlent les conditions de vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à la Suisse où c'est à la gueule du client, en France, un éditeur doit publier ses conditions de vente. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire 30% à l'un, 40% à l'autre, juste parce que le sourire est bon. Il y a 3 parties dans la remise du libraire. Il y a le quantitatif, non, il y a la remise de base. Bon. Après, il y a le quantitatif, c'est-à-dire la partie combien tu fais de chiffre d'affaires, je te dirai combien je te donne. Puis après, il y a la partie qualitative, qui est très intéressante, parce que cette partie qualitative, elle a été faite justement pour que les gros n'aient pas systématiquement les plus grosses remises, mais que ceux qui font le travail de fond puissent bénéficier des mêmes conditions. Donc, c'est du suivi des catalogues, des opérations, d'un certain nombre de choses qui permettent à des libraires de taille plus modeste, mais de bonne qualité, d'avoir les mêmes conditions que les gros. Or, en réalité, si on regarde ces conditions qualitatives, aucune ne peut s'appliquer à Amazon. Et pourtant, dès qu'Amazon est arrivé, ils leur ont donné le maximum de remises. Et moi, j'ai dit, ça ne va pas. Ils ne devraient pas avoir 40, ils devraient avoir 30. Toute la partie qualitative, ils ne peuvent pas l'offrir. Mais ils ont tous cédé, parce que, vous comprenez, voilà, c'est du business, c'est du business. C'est du business à court terme. Merci beaucoup. Je crois qu'on va clore. On continuera la discussion tout à l'heure avec...